Aujourd'hui, j'ouvre une bouteille qui est une demi-surprise. Cette bouteille est enveloppée, en fait c'est une demi-bouteille, enveloppée dans du papier en soie, avec l'inscription d'une tour et la date 1582. Certains auront reconnu l'emblème de la Tour d'Argent, un des restaurants les plus prestigieux. Pour tout amateur de vin, ce restaurant est aussi connu pour ses caves, qui abritent pas loin d'un demi-million de bouteilles, entre 400 et 500 000. Cette bouteille, demi-bouteille, vient des caves de la Tour d'Argent, donc elle a une signification particulière. C'est un millésime qui n'est pas tout à fait récent, mais qui n'est pas très vieux non plus. J'imagine qu'il y a des trésors de bouteilles qui dorment dans les caves de la Tour d'Argent. Si ça vous intéresse, vous trouverez sur YouTube une très belle vidéo de la visite des caves qui vaut vraiment la peine. Et c'est un voyage à travers le temps. Là, on ne va pas aller très loin. Je sais de quoi il s'agit. Je ne suis plus très sûr du millésime, donc ça va être une surprise d'ouvrir cette bouteille. J'ai l'habitude d'ouvrir les bouteilles à l'avance. Cette fois-ci, je vais faire exception. Comme c'est un millésime un tout petit peu ancien, peut-être que ce serait pas mal aussi de le goûter juste à l'ouverture. Alors cette cave a quand même son histoire. Le restaurant, alors il a une vieille histoire, mais on va s'arrêter au début du XXe siècle, à l'époque où la famille Terrail a pris possession des lieux. Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième génération. Et au milieu, il y a eu, il y a eu une première guerre mondiale, c'était au tout début, et ensuite il y a eu la seconde guerre mondiale. Les nazis ont pris possession des lieux. Claude Terrail, qui était le propriétaire à cette époque-là, et jusqu'à il y a quand même pas si longtemps que ça, on va dire une vingtaine d'années, Claude Terrail avait muré la cave de manière à ce que les nazis ne puissent pas y accéder. Et donc cette histoire fait partie de la légende de la Tour d'Argent, mais c'est une légende vivante parce que des bouteilles qui sont dans ces caves-là, qui ont existé derrière ces murs, il en reste encore dans cette cave-là. Cette bouteille est évidemment beaucoup trop jeune pour avoir connu ces temps tumultueux. Voilà pour l'histoire. J'ai aussi envie de goûter cette bouteille. Alors quand je suis allé rendre visite à la cave de la Tour d'Argent, en fait il y a une épicerie. Et dans cette épicerie, il y a essentiellement des bouteilles de vin et quelques produits d'épicerie. C'est plus un caviste qu'un épicier, même si on trouve quand même de très beaux produits de gastronomie. Et de temps en temps, l'épicerie de la Tour d'Argent met en vente des anciens millésimes. Donc quand vous vous promenez sur les quais, vous pouvez rentrer, regarder, puis de temps en temps céder à la tentation. Alors là, on est sur le Rhône Nord. Le Rhône Nord, c'est l'origine de ce canal, puisque nous avons créé ce canal suite à un tour dans le Rhône Nord. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des régions, peut-être la région la plus représentée. Et quand on pense au Rhône Nord, on pense évidemment à la Syrah. Et la Syrah, on peut hésiter entre la Côte-Rôtie, l'Ermitage, Gros Hermitage, Saint-Joseph. Il y a tellement de belles choses. Et là, Cornas, bien sûr, Cornas, n'oublions pas. Je parle des vins rouges, évidemment. Il y a aussi les splendides vins blancs de Viognier et de Marsanne-Roussanne. Mais sur les rouges, Côte-Rôtie est quand même emblématique. Et sur Côte-Rôtie, quel est le domaine auquel on peut penser en tout premier? C'est ce domaine-là que je vais vous dévoiler. Je pense que vous avez deviné ce que c'était. Donc là, il s'agit d'une demi-bouteille, donc c'est un format sympa à ouvrir facilement. Voilà. Donc nous sommes chez Jamais. Et nous sommes sur le millésime 2010. Donc Côte-Rôtie, la cuvée classique, celle qui est d'ailleurs la plus connue, puisqu'il y a aussi une cuvée Côte Brune, qui est le nec plus ultra. Mais déjà, la cuvée Côte-Rôtie, appellation Côte-Rôtie, je dirais, j'ai pas envie de dire ni générique ni standard, donc, parce que c'est un vin tellement exceptionnel. Mais Côte-Rôtie, tout simplement, est déjà exceptionnel. Depuis peu de temps, il y a maintenant une Côte-Rôtie qui est une London, je crois, c'est ça, je crois que c'est une London, mais c'est récent. Et jusque-là, en fait, cette parcelle était assemblée
dans cette cuvée-là. Donc voilà, je vais procéder au débouchage de la bouteille. La bouteille est impeccable, et on dirait qu'elle est comme neuve. Elle a bien traversé les 15 ans qui nous séparent, peut-être les 14 ans, 13-14 ans en comptant la mise en bouteille. Donc voilà, elle est magnifique. Et donc je vais déboucher cette bouteille-là. Alors jamais c'est un domaine qui fait partie des très grands domaines du monde, on peut le dire, parce que il a réussi à finalement symboliser cette appellation de côte rôtie d'une manière tellement personnifiée qu'aujourd'hui, il est incontournable sur l'appellation. De la même façon que on peut dire Château d'Yquem est incontournable sur Sauternes, d'une certaine façon, là aussi, on a une signature qui fait partie du patrimoine de la côte rôtie. Et pour ceux qui aiment la côte rôtie, je sais que vous êtes nombreux sur ce canal à aimer la côte rôtie. C'est vrai qu'il y a un côté de plénitude, de satisfaction à déguster un vin de côte rôtie. Quand je dis satisfaction, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de matière qui fait énormément plaisir. Il y a à la fois de la gourmandise, il y a à la fois de la matière. C'est plein. Pour moi, c'est un vin plein, quand il est réussi, bien entendu. Et c'est un vin qui donne souvent des plaisirs à la fois immédiats, pas toujours très intellectuels, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de trop se casser la tête pour comprendre le vin. Il y a une facilité, je dirais, de contact entre le monde aromatique d'une belle côte rôtie et Pinot Palais, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est d'une certaine façon une des plus belles incarnations d'un cépage, en l'occurrence évidemment c'est la Syrah, mais une des plus belles incarnations d'un cépage qu'on puisse rencontrer. Donc voilà, 2010 c'est une belle année, une assez grande année, donc il me tarde de déguster. Donc demi-bouteille, c'est un format qui fait que le vin, ce qu'on dit, va peut-être vieillir plus rapidement. On va voir. Alors déjà, la couleur est encore, je dirais, très jeune. Il y a quelques reflets de très légère évolution, mais c'est encore une robe extrêmement vigoureuse, une très belle robe. Alors, le nez est extrêmement expressif. C'est un nez qui vous saute à la figure. Qu'est-ce qu'on peut dire du nez? Déjà, la première chose sont les baies de petits fruits noirs qui ressortent. Baies de cassis, baies de mûre. En concentré, en très très concentré. Un nez assez doux. Un nez, quand je dis doux, du sens presque sucré, ce sens-là. Et puis, un nez de viande grasse, un peu comme du bacon, et très légèrement poivré. Ça, c'est le tout premier nez. Alors après, agitation, c'est des effluves de cassis, de fruits noirs. Et on retrouve ce nez de lard, lardé, légèrement chocolaté aussi, un tout petit peu poivré. C'est un magnifique nez. Bien, maintenant, place à la dégustation. Alors c'est très complexe, très très complexe, c'est très riche en variété d'arômes. L'attaque est très douce, très ronde, très gourmande. En bouche, ça se déploie, et ça se déploie, et ça continue à se déployer. Et ressortent alors du fruit assez mûr, même très mûr. Et puis,
il y a cette subtilité, cette finesse qui est apportée par un élevage qui s'est complètement fondu. On retrouve ces arômes chaleureux, je dirais, euh, de cuir un peu très léger, un cuir neuf. Ça fait penser à de la sellerie neuve sur une très belle voiture, je dirais très confortable. Je ne veux pas citer de marque, mais certaines voitures, en particulier anglaises, sont reconnues pour leur sellerie. Céleri, S-E-2-L-E-R-I-E. Il n'y a pas d'arôme de céleri en bouche, je vous le promets. En tout cas, moi, j'en trouve pas. Il y a un grand classicisme. Quand j'entends par grand classicisme, il y a une très belle structure qui fait penser évidemment aux très grandes côtes rôties. Et là, on est dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que ça me fait penser à certaines très belles cuvées de Gigal, comme la turque. Il y a ce côté très légèrement sauvage et d'un autre côté extrêmement domestiqué par ce côté cuir, fruits, très mûrs et tout bien intégré et tout bien euh, organisé à sa place. Chaque détail contribue à cette expérience gustative d'ensemble qui est à la fois très gourmande, très élégante, une énorme élégance, très sophistiquée, parce que c'est tout sauf un vin monolithique, c'est tout sauf un vin de soif immédiate. Pourtant, c'est un vin de plaisir gourmand immédiat. C'est-à-dire que dès lors qu'on commence à déguster, on est happé par ce vin. Et là, c'est juste à l'ouverture. Donc j'ose imaginer qu'il va encore se développer dans les heures et peut-être demain quand j'aurai l'occasion de regoûter le vin. Je voudrais ajouter que le toucher est très soyeux, qui a une très belle acidité que j'ai constatée d'ailleurs dès la première gorgée. Et puis, il y a aussi cette salinité qui donne une dimension, en fait, comme une exhaustion d'arômes et qui fait que on l'oublie, mais ça met encore mieux en valeur toutes les belles aromatiques de ce magnifique vin. Donc voilà, Domaine Jamais, donc Corinne et Jean-Paul, Côte Rôtie 2010. Un énorme plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis santé et à bientôt.